Été 1998, dans une petite ville du nord de la France où les ruelles étroites et les maisons en pierre ancienne, couvertes de lierre et de mousse, créaient une atmosphère de calme presque oubliée, le jeune garçon de 8 ans de la famille Lorrain passait la plupart de son temps dans sa chambre au 2e étage. Une petite pièce étroite avec des murs dont la peinture s'écaillait et une fine couche de poussière qui scintillait dans les rayons de soleil filtrant à travers les volets en bois fissurés. Sur le sol étaient éparpillés des jouets cassés, de vieilles voitures, des ours en peluche aux yeux usés, des livres aux pages jaunies, et parfois, alors qu'il jouait seul, il avait l'impression que les coins sombres de la chambre l'observaient. Un soir, il entendit un murmure léger, semblant provenir des murs eux-mêmes, et reconnut la voix d'une petite fille l'appelant par son nom. Mais lorsqu'il se retourna, la chambre était vide. Seul son vieil ours en peluche semblait le fixer de ses yeux creux, et malgré les explications rassurantes de sa mère, qui affirmait que c'était simplement le fruit de son imagination, le garçon sentit le silence de la pièce devenir de plus en plus lourd, presque tangible, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Progressivement, il remarqua que certains jouets bougeaient seuls. Les voitures sur le bureau se retrouvaient près de la porte, les poupées assises se tournaient pour le regarder, et une nuit, dans le coin obscur de la pièce, il aperçut une silhouette de petite fille en robe blanche. Ses cheveux tombant sur son visage, ses yeux vides et un sourire étrange, trop calme et presque inhumain, qui le fixait sans bouger. Et lorsqu'il cria, personne ne répondit, et la silhouette disparut en laissant un froid glacial traverser son corps. Les jours suivants devinrent plus étranges. Il sentait de légers pas derrière lui, mais il n'y avait jamais personne. Ses chats et son chien refusaient d'entrer dans cette zone de la chambre. Et un soir, il découvrit un morceau de papier sur le sol où était écrit « Je te regarde », en lettres enfantines tremblantes. Mais il n'y avait personne à voir. Chaque jour, la chambre semblait changer subtilement, les ombres s'allongeaient plus que de raison, les reflets dans les fenêtres montraient des silhouettes invisibles. Parfois un souffle glacé frôlait sa nuque, alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Il commença à noter chaque apparition, chaque bruit, chaque mouvement étrange dans un journal secret, rempli de dessins flous, de symboles qu'il ne comprenait pas entièrement, mais qui semblaient attirer l'attention de la silhouette qui apparaissait presque toujours peu après qu'il ait écrit. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait en sursaut, entendant des rires étouffés, des pas légers, le déplacement imperceptible des jouets, et lors d'une nuit particulièrement sombre, il vit à nouveau la silhouette, qui s'avançait lentement vers lui, flottant sans bruit, ses yeux vides fixant les siens, et son ombre s'étirait de manière irréelle sur les murs, tandis que son cœur battait à tout rompre, et que ses mains tremblaient de peur viscérale. À travers ces expériences, il comprit que la présence n'était pas seulement dans sa chambre, mais qu'elle semblait remplir toute la maison. Les couloirs devenaient plus sombres, les murs semblaient respirer, et chaque fois qu'il passait devant une pièce, il avait la sensation d'être observé. Et bien qu'il ait entendu des histoires de disparition d'enfants dans le village racontées par sa grand-mère, il n'avait jamais cru à ces légendes jusqu'à ce moment. Et il pressentait, sans savoir encore que ce n'était que le début, que cette mystérieuse petite fille, cette petite voisine, allait devenir le centre d'événements beaucoup plus terrifiants qui allaient bouleverser sa vie et celle de tout le quartier, et qu'aucune explication rationnelle ne pourrait jamais rendre compte de ce qu'il voyait et ressentait. Chaque jour accentuant son sentiment de peur, de fascination morbide et de solitude écrasante. La chambre devenant un espace vivant, presque conscient, où l'ombre de la petite fille rôdait sans fin. Et il savait qu'il ne pourrait jamais se sentir en sécurité, pas même à la lumière du jour, car la présence semblait se nourrir de son attention et de sa peur. Et chaque soir, en s'endormant, il se demandait si elle serait là à son réveil. Il ne pouvait s'empêcher de tourner la tête pour vérifier les coins sombres, ses yeux scrutant les ombres mouvantes, alors que le froid et la tension enveloppaient son corps entier, lui laissant un sentiment oppressant que rien, ni personne, ne pourrait jamais dissiper. L'été avançait et les journées dans la petite ville continuaient de se dérouler avec une apparente normalité. Mais pour le jeune garçon, chaque instant était désormais teinté de crainte et d'inquiétude. Après les apparitions répétées de la petite fille dans sa chambre, il commença à remarquer que des événements étranges se produisaient à l'extérieur. Dès qu'il franchissait la porte de sa maison pour aller dans le jardin ou descendre la rue étroite bordée de maisons anciennes et de jardins envahis par la végétation, les fleurs et les arbustes semblaient se pencher de manière inquiétante, comme pour l'observer, et les bruits du quartier,
Le chant des oiseaux, le craquement des volets, le clapotis des fontaines paraissaient plus sombres, plus étouffés, comme si le temps lui-même ralentissait et retenait son souffle. Et il sentait une présence constante derrière lui, invisible, mais lourde et glaciale, qui le suivait à chaque pas. Les jouets et les objets de la rue semblaient bouger légèrement quand il détournait le regard. Les vélos laissés sur le trottoir se retrouvaient à des endroits différents. Les poupées oubliées près des jardins semblaient tourner leur visage vers lui. Et il n'y avait personne d'autre que lui, pourtant l'impression de surveillance persistait. Un soir, alors que le crépuscule tombait et que la brume s'élevait doucement du pavé humide, le garçon aperçut au loin des silhouettes floues, de petites formes d'enfants qui semblaient se déplacer sans bruit à travers le brouillard, leurs yeux lumineux fixant sa position. Et à chaque pas qu'il faisait, les silhouettes s'approchaient lentement, mais dès qu'il tentait de les regarder directement, elles se dissipaient dans la brume comme un mirage, laissant derrière elles une sensation glaciale et oppressante. La peur s'accentuait à mesure qu'il constatait que même les adultes de la ville paraissaient ignorer ces phénomènes. La voisine qui arrosait ses fleurs ne regardait jamais les coins de la rue où le garçon voyait des mouvements. Le facteur semblait marcher sans jamais noter les vélos qui bougeaient. Et les chiens errants s'arrêtaient parfois, grognaient ou fuyaient certains endroits, semblant eux aussi percevoir une menace invisible. Les habitants du quartier, habitués au calme de leur village, n'avaient jamais signalé de tels incidents. Et le garçon comprit que ce qu'il voyait n'était pas partagé par les autres, ce qui augmentait sa solitude et la terreur qui l'habitait. Chaque jour, il tentait de raconter ces phénomènes à ses parents, mais ceux-ci attribuaient ces histoires à son imagination fertile ou à de simples illusions. Et le garçon se retrouva coincé entre la peur et le doute, conscient que quelque chose de véritablement anormal se produisait autour de lui. Il commença à noter chaque événement dans son journal, à dessiner les silhouettes floues, les traces laissées par ces présences invisibles, les mouvements inexpliqués des objets, et chaque fois qu'il écrivait, il avait la sensation que les entités l'observaient encore plus attentivement, comme si leur attention nourrissait leur pouvoir et leur présence. Certaines nuits, il restait éveillé sur le palier de l'escalier, écoutant les sons du quartier, percevant des pas légers et irréguliers dans le brouillard, le murmure des voix absentes et le froissement des vêtements dans la brume. Il comprit progressivement que la petite fille n'était pas confinée à sa chambre et qu'elle semblait contrôler ses manifestations, apparaissant ici et là sous des formes différentes, toujours silencieuses, toujours observantes. Et chaque rencontre laissait une impression de danger imminent, de menace diffuse, qui ne pouvait jamais être totalement identifiée. Le garçon vit parfois des enfants qui semblaient semblables à sa mystérieuse petite voisine, flottant ou marchant entre les maisons et les jardins, disparaissant dès qu'il essayait de s'en approcher. Et l'air du soir devenait lourd, chargé de tension, comme si le village entier était enveloppé d'un voile invisible de terreur. Ces animaux continuaient de réagir aux présences invisibles, refusant d'entrer dans certaines zones, aboyant ou feulant vers le vide, et il comprit que ces créatures percevaient ce que lui-même commençait seulement à sentir. Les jours se succédaient, et le garçon savait qu'il ne pourrait plus jamais regarder le quartier de la même façon, car la présence de la petite voisine et des enfants fantômes transformait la réalité, rendant le quotidien oppressant, imprévisible et terrifiant. Et il pressentait que ces phénomènes n'étaient que l'introduction à ce qui allait suivre, à des événements bien plus sombres, inexpliqués et profondément effrayants, qui finiraient par affecter non seulement sa vie, mais celle de tout le village, tandis que la brume et les ombres continuaient de se mouvoir, silencieuses et insistantes, dans chaque ruelle, chaque jardin et chaque recoin de la ville, renforçant la sensation qu'il n'était jamais vraiment seul, et qu'aucune protection ne pourrait l'empêcher de rencontrer encore et encore la petite voisine et ses compagnons invisibles. Alors que l'été avançait et que les journées commençaient à raccourcir, le jeune garçon, toujours hanté par les apparitions de la petite voisine et les événements étranges du quartier, se retrouva en après-midi à explorer l'ancienne bibliothèque abandonnée de l'abbatiale en ruine, un lieu que peu d'habitants osaient visiter à cause des rumeurs persistantes sur des ombres et des disparitions mystérieuses.
La bibliothèque, avec ses étagères branlantes, ses livres tombés et empilés en désordre, ses toiles d'araignée recouvrant les coins les plus sombres et son sol jonché de papier jauni, semblait respirer une présence ancienne et malveillante. Et lorsque le garçon entra, l'air se fit plus lourd, chargé d'une odeur de poussière, de bois pourri et de cire éteinte, tandis qu'un courant d'air froid balayait ses cheveux et faisait trembler les pages des livres ouverts comme si elles bougeaient d'elles-mêmes. Dès ses premiers pas, il ressentit le regard de la petite fille, son esprit fixant chaque mouvement, et il la vit apparaître au fond de la pièce, immobile, vêtue de sa robe blanche, ses cheveux tombant sur son visage et ses yeux vides brillant d'une lueur inquiétante. Autour d'elle, des silhouettes plus floues et indistinctes de moines fantomatiques semblaient émerger des murs et des étagères, observant le garçon sans un bruit, et chaque mouvement de sa part provoquait un frémissement dans l'air, un frisson glacé parcourant son corps. Il tenta de s'approcher pour comprendre ce qu'il voyait, mais ses jambes semblaient collées au sol, paralysées par la peur, et chaque pas qu'il faisait résonnait dans la bibliothèque comme un écho lugubre, amplifiant l'angoisse. Les livres et les papiers tombaient autour de lui, comme si une force invisible voulait marquer sa progression, et les ombres semblaient se rapprocher, encerclant lentement la pièce, tandis que la petite fille flottait vers lui, silencieuse, et l'atmosphère devint oppressante au point que le garçon sentit son souffle coupé, ses mains moites et son cœur battant à tout rompre. Il observa alors des documents anciens, des journaux et des notes éparpillées sur les étagères, décrivant des expériences étranges, des disparitions d'enfants et des rituels oubliés, révélant que la présence de la petite voisine n'était pas un simple esprit errant, mais lié à un culte ancien et à des événements terrifiants remontant à plusieurs décennies. Il réalisa que chaque apparition, chaque bruit et chaque mouvement inexpliqué dans sa ville et sa maison faisait partie d'un schéma systématique, orchestré par une force bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Ses yeux se posèrent sur un livre ouvert, présentant des croquis et des symboles mystérieux qui semblaient représenter la petite fille et les silhouettes des moines fantomatiques. Et il comprit que la bibliothèque était un point central, un lieu de convergence entre le monde des vivants et celui des esprits. Les chandelles vacillantes projetaient des ombres allongées sur les murs humides, et chaque détail de la pièce, les étagères branlantes, les livres déchirés, la poussière flottant dans l'air, renforçait la sensation que le temps lui-même était altéré et que les règles de la réalité ne s'appliquaient plus. La petite fille s'avança encore, sa respiration imperceptible, mais lourde d'une menace silencieuse, et le garçon sentit une pression dans sa poitrine, comme si l'espace entier était saturé de sa peur. Il comprit qu'il ne s'agissait plus de simple vision, mais d'une intrusion dans un monde parallèle où la frontière entre vivants et morts était fragile, que chaque pas dans la bibliothèque pouvait le rapprocher de quelque chose qu'il ne pourrait jamais oublier, et que la présence de la petite voisine était le fil conducteur d'un mystère ancien, tissé à travers le temps et les générations, toujours en attente, silencieuse mais implacable. La tension atteignait son paroxysme lorsqu'il sentit les silhouettes derrière lui se rapprocher et les ombres de la petite fille s'étirer comme pour engloutir la pièce entière, et il comprit que la peur qu'il éprouvait était loin d'être terminée, que le village, la maison et la bibliothèque étaient désormais des lieux où le surnaturel et le réel se confondaient, et qu'aucune échappatoire ne serait possible tant que la petite voisine continuerait de hanter les lieux, observant, attendant, et que chaque battement de cœur du garçon ne faisait que alimenter la présence invisible mais omniprésente qui enveloppait chaque recoin de l'abbatiale, chaque rayon de lumière et chaque ombre mouvante, jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa vie et celle du village ne seraient plus jamais les mêmes, prisonnier silencieux d'un mystère dont il n'avait encore entrevu que l'ampleur. Après les événements terrifiants dans la bibliothèque de l'abbatiale, le garçon sentit que la présence de la petite voisine et des silhouettes fantomatiques s'étendait au-delà de sa maison et des ruelles du village, envahissant chaque espace qu'il fréquentait, même les endroits les plus familiers, devenant source d'angoisse et de tension. Chaque pas dans le jardin ou sur la route menant à l'école était accompagné de frissons glaciaux et de la sensation persistante d'être observé. Et parfois, à travers le brouillard matinal ou le crépuscule naissant, il apercevait de petites silhouettes indistinctes entre les arbres, les buissons et les coins sombres, immobiles un instant avant de disparaître mystérieusement, laissant derrière elles une atmosphère de menace constante. Les voisins commençaient à remarquer des anomalies, des objets déplacés, des jouets oubliés sur les pas de porte semblant se mouvoir légèrement, des chuchotements indistincts dans le vent, mais personne n'osait vraiment en parler, et le garçon, seul, devait affronter ces manifestations qui semblaient gagner en intensité chaque jour. La petite fille en robe blanche apparaissait plus fréquemment, souvent avec un sourire étrange, flottant au-dessus du sol ou derrière une fenêtre,
et chaque apparition était accompagnée de phénomènes inexpliqués, des bougies qui s'éteignaient sans raison, des feuilles qui tombaient à l'intérieur de la maison, des craquements sinistres venant des murs et des planchers, des ombres qui s'allongeaient et se déformaient comme si elles étaient vivantes. Une nuit, alors qu'il tentait de dormir, il entendit des pas légers et rapides sur le palier, des rires étouffés qui ne semblaient pas humains, et lorsqu'il ouvrait la porte de sa chambre pour vérifier, il ne vit rien, mais sentit un souffle glacé courir le long de sa nuque. Et il comprit que la petite voisine avait désormais le contrôle presque total de son environnement immédiat. Dans les jours suivants, il nota dans son journal des événements de plus en plus inquiétants. Des voisins disparus pendant quelques heures réapparaissaient sans souvenir, des silhouettes floues observées depuis les fenêtres ou derrière les portes, des objets familiers semblaient bouger d'eux-mêmes, et il ressentait une présence constante, une force invisible qui semblait l'accompagner partout. Il vit aussi que ces animaux réagissaient de manière extrême, les chats hurlant vers des murs vides, le chien refusant d'entrer dans certaines pièces, et parfois, même en restant immobile, il sentait que l'air lui-même vibrait avec la tension d'une entité invisible, prête à se manifester à tout instant. Les journées se confondaient avec les nuits, chaque ombre devenait suspecte, chaque mouvement dans le brouillard ou la pénombre semblait porteur d'un message menaçant, et il comprit que ce n'étaient plus seulement des visions isolées, mais une escalade progressive, un crescendo de peur orchestré par la petite voisine et ses compagnons invisibles. Il commença à ressentir une paranoïa profonde, marchant avec précaution dans chaque couloir, chaque jardin, scrutant les moindres recoins, et chaque bruit, même le plus insignifiant, le faisait sursauter, tandis que les silhouettes fantomatiques semblaient suivre ses mouvements avec une précision effrayante. Parfois, il percevait des transes de pas minuscules dans la poussière, ou voyait des reflets fugaces dans les vitres, des yeux vides le fixant. Et il savait que les manifestations devenaient de plus en plus audacieuses, qu'elles cherchaient à l'intimider, à le conditionner, et que le danger allait croissant. Les objets qu'il laissait sur le sol ou sur les meubles semblaient se déplacer lorsque son dos était tourné. Les jouets s'alignaient de manière étrange. Les livres s'ouvraient sur des pages comportant des symboles incompréhensibles, et parfois des dessins d'enfants apparaissaient, représentant la petite voisine et d'autres silhouettes, comme si elles avaient été tracées par une force invisible. Il comprit que la maison, le quartier et même certaines rues du village étaient désormais sous l'emprise de ces présences et que rien ne serait plus jamais sûr. Chaque moment étant imprégné de suspense, d'angoisse et de la certitude que la petite voisine et ses compagnons invisibles attendaient le moment opportun pour intensifier encore leur influence, rendant sa vie, celle de sa famille et du village entier, profondément troublée et constamment exposée à l'inexplicable, à l'étrange et au terrifiant, et il pressentit que ce cycle de peur et de contrôle ne faisait que commencer, que l'escalade du cauchemar n'avait pas de fin, et que chaque moment passé dans ce village devenait un mélange indissociable de réalité et de surnaturel, où la présence de la petite voisine régnait, silencieuse mais omniprésente, dans chaque recoin, chaque ombre et chaque souffle de vent, transformant la vie du garçon en un perpétuel état de tension et d'angoisse insoutenable. Alors que l'automne approchait, le garçon sentit que la présence de la petite voisine atteignait son paroxysme, et qu'il devait comprendre l'origine de ce cauchemar permanent. Un après-midi, poussé par une curiosité mêlée de peur, il retourna dans la vieille bibliothèque de l'abbatiale, scrutant chaque recoin, chaque étagère et chaque livre ancien, espérant trouver une réponse qui expliquerait ces manifestations. Il découvrit alors, derrière une étagère branlante, une petite porte dissimulée, à peine visible, qui menait à une pièce secrète. Une sorte de laboratoire abandonné, où des papiers, des carnets et des dessins jonchaient le sol et les tables, recouverts de poussière et de toiles d'araignée. En examinant les documents, il comprit que depuis des décennies, un culte ancien utilisait cette abbaye pour mener des expériences étranges sur des enfants, mêlant rituels occultes, obsessions mystiques et observations systématiques, et que la petite voisine n'était pas simplement un esprit perdu, mais l'incarnation d'un ancien rituel, un enfant pris au piège dans une boucle surnaturelle, revenant sans cesse dans le monde réel pour hanter les vivants. Les journaux et carnets détaillaient les expériences, les disparitions et les témoignages effacés, décrivant comment certains enfants disparaissaient et revenaient transformés, avec des comportements étranges, des yeux vides et un calme presque surnaturel, exactement comme la petite fille que le garçon avait vue. Il remarqua également des dessins montrant les silhouettes des enfants et des moines fantômes, avec des symboles et des notes sur l'énergie invisible qu'ils pouvaient générer, et une carte du village indiquant des lieux précis où ces manifestations étaient les plus fortes. Alors qu'il lisait, il sentit la petite voisine derrière lui
immobile, son regard vide fixant chaque mouvement, et il comprit qu'elle l'avait conduit ici, que ce lieu était le centre de son pouvoir et que toute sa vie jusqu'à présent avait été préparée pour qu'il découvre cette vérité. Chaque bruit dans la pièce, le froissement des papiers, les craquements du plancher, renforçaient l'atmosphère oppressante, et il sentit que les silhouettes floues des moines et d'autres enfants fantômes commençaient à se matérialiser autour de lui, flottant dans l'air comme des ombres vivantes. Il tenta de fuir, mais chaque pas résonnait dans la pièce comme un écho, et chaque objet semblait bouger légèrement pour le retenir, alors qu'il lisait d'autres notes parlant de l'influence persistante de la petite voisine sur le village, expliquant comment son esprit, lié au rituel ancien, pouvait manipuler la perception, les objets et même les animaux, et comment chaque génération de villageois était confrontée à ces apparitions sans pouvoir l'arrêter. Il vit des croquis, détaillant les interactions entre le monde réel et le monde des esprits, des symboles permettant de localiser les présences, et des descriptions de comportements d'enfants qui semblaient normaux le jour, mais qui la nuit étaient observés par des entités invisibles. Le garçon comprit alors que toute la peur qu'il avait ressentie, toutes les manifestations dans sa maison, dans les rues et dans le village étaient liées à ce culte ancien et à ce rituel, que la petite voisine était le fil conducteur de tout ce mystère et que le danger n'était jamais passé, que la boucle surnaturelle continuait, qu'elle attendait le bon moment pour frapper encore, et qu'aucune explication rationnelle ne pourrait jamais annuler ce qui avait été initié depuis des décennies. Il sentit soudain un froid intense parcourir la pièce, la petite voisine se rapprochant, et il comprit que la bibliothèque et la pièce secrète étaient désormais un point focal, un lieu où les vivants et les esprits se mêlaient, où le temps et la réalité étaient altérés, et que chaque décision, chaque mouvement de sa part était observé et influencé par cette présence. Les silhouettes floues autour de lui se rapprochaient, les ombres s'allongeaient, et le garçon sentit la terreur ultime, la compréhension que ce qu'il croyait être un simple jeu de l'imagination ou des apparitions isolées était en réalité un système complexe et ancien, orchestré par une force invisible qui s'étendait depuis des décennies, et il sut qu'il ne pourrait jamais échapper totalement à la petite voisine, que chaque pas dans le village, chaque moment de sa vie serait désormais marqué par cette présence éternelle, silencieuse mais omniprésente, et qu'aucune lumière, aucune barrière, aucun lieu sûr ne pourrait jamais rompre ce cycle de peur et de contrôle, laissant le garçon et tous les habitants à la merci d'un mystère surnaturel qui continuait de grandir et de s'étendre, enveloppant chaque rue, chaque maison et chaque cœur dans l'angoisse et la terreur permanente. Les semaines suivantes, après avoir découvert la pièce secrète et les journaux du culte ancien, le garçon tenta de retrouver un semblant de normalité, mais il comprit rapidement que rien n'était plus jamais comme avant, que la présence de la petite voisine continuait de hanter chaque instant de sa vie, que ses pas, ses pensées et ses souvenirs étaient désormais marqués par ce lien invisible et oppressant. Et même à la lumière du jour, il sentait son regard fixé sur lui, se matérialisant parfois dans les reflets des vitres ou les ombres mouvantes sur les murs. Et chaque objet, chaque recoin du village semblait vibrer avec une énergie étrangère, comme si la petite fille contrôlait subtilement tout ce qui l'entourait. Les habitants du quartier commencèrent à remarquer de petites anomalies, des objets déplacés, des portes entr'ouvertes, des chuchotements imperceptibles, mais personne n'osait les relier aux événements mystérieux passés. Et le garçon, conscient que toute explication rationnelle serait insuffisante, décida de tenir un dernier journal, consignant chaque manifestation, chaque détail, chaque apparition, dans l'espoir de comprendre et de prévenir ce qui allait suivre. Une nuit, alors qu'il écrivait, il entendit le froissement de vêtements derrière lui et un souffle glacé parcourut sa nuque. Et lorsqu'il se retourna, la pièce était vide. Mais la fenêtre laissait passer la silhouette fugace de la petite voisine flottant dans le jardin embrumé, son visage immobile et son sourire étrange. Et il sut alors que la boucle n'était pas terminée, que son esprit et celui de la fillette étaient désormais liés, que le village entier restait sous l'influence silencieuse mais puissante de ce phénomène.
Les ombres autour de lui se faisaient plus intenses, les nuits plus longues et plus lourdes, et le garçon réalisa que ses parents, ses voisins, même les autorités locales, n'avaient aucun moyen de comprendre ni de contrer ces manifestations, que tout le monde continuerait à vivre avec cette menace invisible, souvent ignorée mais toujours présente, et que le culte ancien et la petite voisine exerçaient un contrôle subtil mais constant, orchestrant des événements apparemment aléatoires, mais en réalité parfaitement planifiés depuis des décennies. Il pensa aux enfants disparus, aux journaux et carnets qu'il avait lus, aux symboles et croquis décrivant les interactions entre le monde des vivants et celui des esprits, et comprit que chaque génération faisait face à cette menace sans jamais pouvoir la briser et que lui-même faisait désormais partie de ce cycle, observé, testé et inévitablement impliqué. À mesure que la brume nocturne s'épaississait autour de sa maison, il vit dans le jardin des formes indistinctes, des silhouettes d'enfants semblables à la petite voisine, flottant entre les arbres et disparaissant dans l'obscurité, et il ressentit un mélange de terreur et de fascination. Conscient que l'histoire ne s'arrêtait pas ici, que chaque jour à venir serait marqué par des apparitions silencieuses, par des phénomènes inexplicables et par la présence constante de la fillette, prête à réapparaître au moindre signe d'inattention. Et alors qu'il fermait les yeux pour tenter de dormir, il entendit de nouveau le chuchotement doux et glacial, l'appelant par son nom, et il sut que, malgré tous ses efforts, malgré toutes ses connaissances et ses découvertes, la petite voisine continuerait de hanter non seulement sa maison, mais tout le village, laissant derrière elle un sentiment de peur permanente, une boucle invisible et interminable de mystère et de terreur, et que le monde ordinaire n'était plus sûr, que le surnaturel s'était immiscé dans la réalité de manière irréversible, et que chaque génération future pourrait un jour se retrouver face à cette même présence silencieuse et oppressante, attendant, observant, toujours présente, toujours prête à surgir, transformant la vie quotidienne en un cauchemar latent mais omniprésent, laissant le garçon et le lecteur avec un mélange de fascination et d'angoisse, et la certitude que le cycle ne se terminerait jamais réellement, que la petite voisine vivrait toujours dans les ombres, dans les coins des rues, dans les maisons et les jardins, un secret éternel et inquiétant que personne ne pourrait jamais complètement comprendre ou éliminer.